له 14 شباط مرة أخرى. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Toujours aucun progrès réalisé dans la formation d'un nouveau gouvernement. Tamam Salam a jusque-là maintenu sa position de vouloir inclure toutes les parties dans son cabinet. La tension est croissante en Égypte. Une quarantaine de partisans de Mohamed Morsi ont été tués à l'aube par les forces de l'ordre. La branche politique des Frères musulmans appelle au soulèvement. Suivi de l'enquête sur l'accident du Boeing 777, les regards se tournent vers les pilotes du vol Asiana et leur tentative tardive de remettre les gaz pour éviter leur atterrissage raté et mortel à San Francisco. Et à suivre également dans ce journal, le pape François à Lampedusa. Il rend hommage aux milliers de migrants africains morts en Méditerranée en essayant de gagner cette petite île italienne entre la Sicile et la Tunisie. Aucun progrès réalisé donc concernant la formation d'un nouveau cabinet. Une déclaration signée Tamam Salam à l'issue de sa rencontre avec le président Slimane ce matin au palais de Bravda. Le Premier ministre désigné a affirmé que les négociations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement n'ont toujours pas abouti, assurant cependant que cela n'entrave en aucun cas le processus. Salam a indiqué que les tractations traînent parce qu'il a maintenu sa position de vouloir inclure toutes les parties dans son cabinet. Il a enfin affirmé que se récuser restait une option envisageable. Ban Ki-moon, inquiet d'un éventuel vide à la tête de l'armée libanaise, le secrétaire général de l'ONU a chargé son représentant spécial au Liban, Tarek Plamy, d'en informer les dirigeants libanais. Ban dit craindre des répercussions politiques et sécuritaires sur le rôle de la FINUL au Liban Sud. Une vacance au poste de commandant-chef de l'armée porterait atteinte à la mission de la force intérimaire de l'ONU. Le commandant-chef de l'armée, Jean Ahouaji, atteindra l'âge de la retraite en septembre. Une controverse a éclaté sur l'éventualité de la prorogation de son mandat. Et puis Walid Jumblat, lui aussi inquiet concernant le vide qui menace de nombreuses institutions étatiques, notamment avec le départ prochain à la retraite du général Jean Ahouaji. Le chef du Parti socialiste progressiste s'est ainsi demandé pourquoi certaines forces politiques sont revenues sur leur décision de proroger le mandat du commandant-chef de l'armée. Il a mis en garde contre cette campagne qui vise l'institution militaire, disant craindre aussi la propagation de l'extrémisme aux dépens de la modération. Le Moufti de la République appelle les musulmans à s'unir. Dans son message à l'occasion du début du Ramadan, Cheikh Mohamed Rachid Kabbani a déclaré que les violences au Liban doivent les pousser à s'unir pour empêcher toute sédition. Il a estimé que les forces politiques peuvent empêcher toute discorde en adoptant des mesures réfléchies. Les citoyens et les responsables politiques doivent quant à eux revoir leurs actions égoïstes et s'unir pour le bien du pays. Au moins 42 personnes ont été tuées au Caire à l'aube aux abords de la caserne de la garde républicaine où est détenu Mohamed Morsi. Le nouveau pouvoir et les islamistes se rejettent la responsabilité de cette tuerie. Les frères musulmans appellent désormais à un soulèvement. Conséquence politique immédiate de la fusillade, les salafistes d'An-Nour, deuxième formation islamiste d'Égypte, ont annoncé leur retrait des négociations sur la composition d'un gouvernement de transition. Reportage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce matin devant le bâtiment de la garde républicaine au Caire ? Pour l'heure, les circonstances de la mort d'au moins 42 partisans du président Mohamed Morsi lors de la prière de l'aube restent floues. Les frères musulmans dénoncent un massacre. Le président par intérim, Adli Mansour, a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête. Des gens qui participaient à la prière de l'aube devant le siège de la garde républicaine sont venus nous dire qu'il y avait des tirs. Nous avons reçu 6 cadavres, plus de 100 personnes ont été blessées par balles, 5 enfants ont péri. Ce bilan est provisoire, il va sûrement s'alourdir. Selon l'armée, des terroristes auraient attaqué le siège de la garde républicaine, provoquant la mort d'un officier. Dans la rue, des manifestants ont fait état de tirs à balles réelles et de grenades lacrymogènes. D'autres témoins ont raconté que les forces de l'ordre avaient tiré en l'air et que les tirs directs venaient d'hommes de main en civil.
Ceux qui ont tiré le plus, ce sont les militaires. La police a également tiré, mais les militaires encore plus. Ils nous ont trahis, comme si c'était des soldats israéliens. Je les ai vus de mes propres yeux. Place Tahrir, les anti-Morsi dénoncent une campagne orchestrée par les frères musulmans contre l'armée qui détient l'ancien président islamiste. Personne n'irait de notre camp pour ouvrir le feu là-bas. C'est sûrement les frères musulmans eux-mêmes qui ont tiré pour ensuite faire porter la responsabilité à la police et l'armée et dire que les militaires attaquent les partisans de Mohamed Morsi. C'est leur mentalité. Ils sont prêts à se suicider pour que leur camp puisse accuser l'armée et la police. Dans ce contexte de tension, les autorités égyptiennes ont décidé de fermer le siège du Parti des Frères musulmans au Caire après la découverte de liquides inflammables, de couteaux et d'armes à l'intérieur du QG. Les islamistes appellent au soulèvement populaire, leurs partisans demeurent mobilisés place de la Renaissance, mais aussi près de l'université du Caire, dans le quartier de Gizeh. Depuis la destitution et l'arrestation de Mohamed Morsi mercredi par l'armée, la tension ne cesse de monter entre les pros et les anti-Morsi et des heurts sanglants ont fait plusieurs dizaines de morts. Le processus de transition est plus que jamais menacé, d'autant plus que le principal parti salafiste, Al-Nour, a annoncé ce lundi son retrait des discussions sur le choix d'un Premier ministre et d'un gouvernement de transition. Les islamistes s'opposent à la nomination du prix Nobel de la paix Mohamed El-Baradei au poste de chef de gouvernement. Et puis les tirs de soldats et policiers égyptiens contre les manifestants pro-Morsi préoccupent de nombreux pays qui craignent un arrêt du processus démocratique en Égypte. L'Union européenne a condamné les violences et exigé que le processus politique soit suivi de façon pacifique. La Turquie a qualifié de massacre les tirs des soldats et policiers égyptiens contre des pro-Morsi. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a lui aussi condamné un massacre et appelé à épargner le sang du peuple égyptien. Une autre réaction, celle de l'Iran qui a jugé inacceptable et inquiétante l'intervention des forces armées. Le Qatar, lui, exhorte les autorités à protéger les manifestants et leur droit à s'exprimer et à préserver les acquis de la révolution du 25 janvier 2011. L'opposition syrienne propose une trêve aux forces de Bachar el-Assad pendant le mois de Ramadan à Homs. Plusieurs quartiers de la ville sont assiégés et bombardés depuis 10 jours par les forces du régime. Véritable épicentre de l'insurrection, Homs est la ville de Syrie la plus ravagée par les destructions. Le Ramadan doit commencer demain, mais en octobre dernier, la trêve évoquée pour une autre fête musulmane n'avait pas été respectée. Les îles Fidji vont envoyer un contingent supplémentaire de 380 casques bleus sur le plateau du Golan. Ceci va porter à 562 hommes la contribution de l'archipel à cette mission de paix. Une décision qui intervient après que plusieurs pays se soient retirés de la force de l'ONU, chargée depuis 1974 de faire respecter un cessez-le-feu sur le plateau à la frontière israélo-syrienne, en cause des incidents liés au conflit syrien. Le Japon et la Croatie ont déjà rapatrié leurs troupes. L'Autriche a de son côté commencé à retirer ses 377 soldats pour raison de sécurité, tandis que les Philippines ont demandé un renforcement de la sécurité des casques bleus dans la région. Dans un instant, en direction le Québec pour faire le point sur la situation 2 jours après l'explosion d'un train transportant du pétrole brut.
Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. On en sait désormais un peu plus sur les circonstances de l'accident du Boeing 777 qui s'est écrasé samedi sur l'aéroport de San Francisco. La compagnie Asiana Airlines a révélé que le pilote était expérimenté, mais pas sur ce type d'appareil et qu'il était encore en cours de formation. L'agence de sécurité des transports américaine a pour sa part annoncé que l'avion volait trop lentement au moment d'atterrir. Les pilotes ont tenté d'interrompre la procédure d'atterrissage et ont remis les gaz moins de 2 secondes avant que la queue ne heurte la piste. Cet accident a coûté la vie à 2 adolescentes chinoises dont l'une pourrait avoir été écrasée par un véhicule de secours qui se précipitait sur les lieux de l'accident. 180 personnes ont également été blessées dans le crash, dont 6 sont dans un état critique. Les boîtes noires ont été récupérées et transférées à Washington pour être analysées. Problème technique ou erreur de pilotage, l'enquête pourrait durer plusieurs mois. L'incertitude demeure sur le sort d'une quarantaine de personnes après le déraillement puis l'explosion d'un convoi de wagons-citernes à Lac-Mégantic au Québec. Le bilan provisoire officiel est d'au moins 5 morts et 40 personnes disparues. Le travail de recherche et d'identification s'annonce difficile. Le Premier ministre canadien, Stephen Harper, s'est rendu sur le lieu du drame qu'il décrit comme une zone de guerre. Il affirme craindre un lourd bilan pour cette catastrophe qui a rasé la moitié de cette bourgade de 6000 habitants proche de la frontière avec les États-Unis. Le convoi a été stationné dans la ville voisine sans conducteur à son bord. Entraîné par la gravité, il a dévalé sur Lac-Mégantic, sans doute en raison d'une défaillance des freins. Emporté par sa vitesse, il a déraillé. C'est là que plusieurs wagons ont explosé dans une gigantesque boule de feu. Le pape François est à Lampedusa ce lundi, un premier voyage symbolique hors de Rome pour sensibiliser au sort des milliers de migrants qui arrivent chaque année sur cette île italienne située entre la Sicile et la Tunisie. Le souverain pontife veut montrer sa solidarité, il se dit ému par le drame de l'immigration clandestine. Une visite sobre et sans représentant politique. Le pape a lancé une couronne de fleurs à la mer à la mémoire de tous ceux qui se sont noyés en tentant de gagner les côtes européennes. Puis rencontre avec un groupe de migrants avant de célébrer une messe. Depuis 1999, plus de 200 000 migrants ont transité par Lampedusa, l'un des principaux points d'entrée dans l'Union européenne. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, l'épouse du secrétaire d'État américain John Kerry, hospitalisée à Boston, Teresa Hines, a été admise dans un premier temps dans un état critique à l'hôpital de Nantucket dans le Massachusetts, où elle passait des vacances en famille. Âgée de 74 ans, elle a révélé en 2009 être atteinte d'un cancer du sein. Elle est la veuve de l'héritier de la richissime famille Hines. John et Teresa Kerry sont mariés tous deux en secondes noces depuis maintenant 18 ans. Les discussions entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et Téhéran sur le programme nucléaire iranien pourraient reprendre dès la mi-août. L'élection du modéré Hassan Rouhani à la présidence le mois dernier a relancé les espoirs d'une résolution de la crise nucléaire. Quand il était négociateur en chef de ce dossier de 2003 à 2005, Rouhani avait accepté une suspension temporaire du programme d'enrichissement d'uranium au cœur du problème. Et puis en Chine, l'ancien ministre des chemins de fer vient d'être condamné à la peine de mort avec sursis, en clair à la prison à perpétuité. Il s'agit du premier grand procès anti-corruption. Liu Xinjun était poursuivi pour malversation, corruption et abus de pouvoir. Selon les médias chinois, il aurait perçu près de 10 millions de dollars de pots de vin depuis 1986. Le tribunal de Pékin a également ordonné la confiscation de tous ses biens et avoirs. Dans le cadre des activités musicales dans la région, l'été de Bahreïn se distingue par ses invités et surtout par la qualité exceptionnelle du théâtre national. La correspondance de Mona Saïd à Manama. Le Liban sera présent cet été au Théâtre national de Manama qui accueillera la chanteuse Majida Al-Roumi dans le cadre des festivités de l'été de Bahreïn et des activités de la jeunesse durant le mois d'août. Ce festival annuel, initié par Cheikh Hamay Al-Khalifa depuis 5 ans, fait partie d'une série d'activités entreprises par la ministre de la Culture. Il y aura des concerts musicaux qui débuteront le 18 août cette année car Ramadan commence bientôt. Majida Al-Roumi ouvrira le festival l'été de Bahreïn. Il intervient après une série d'activités qui ont eu lieu à Manama en tant que capitale touristique sportive.
L'année 2014, par contre, sera consacrée à l'art puisqu'elle arbitrera plusieurs expositions d'art contemporain et de sculpture. À cette occasion, on a lancé pour l'année 2014 Manama, capitale de l'art contemporain. Donc l'année sera consacrée à des activités artistiques, art contemporain, sculpture, photographie et art de l'image. Le Théâtre national de Bahreïn est un bâtiment unique en son genre. Cette pelle de Manama, construite sur l'eau, a déjà reçu plusieurs ténors et troupes musicales internationales. Pour Future News, Mona Saïd, Manama. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Toujours aucun progrès réalisé dans la formation d'un nouveau gouvernement. Tamam Salam a jusque-là maintenu sa position de vouloir inclure toutes les parties dans son cabinet. La tension est croissante en Égypte où une cinquantaine de partisans de Mohamed Morsi ont été tués à l'aube par les forces de l'ordre. La branche politique des Frères musulmans appelle au soulèvement. Suivi de l'enquête sur l'accident du Boeing 777, les regards se tournent vers les pilotes du vol Asiana et leur tentative tardive de remettre les gaz pour éviter leur atterrissage raté et mortel à San Francisco. Et puis le pape François à Lampedusa, il rend hommage aux milliers de migrants africains morts en Méditerranée en essayant de gagner cette petite île italienne entre la Sicile et la Tunisie. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à bientôt. يوم الأحد كان هو 14